qui sont les défenseurs de France et les RLSH? Alors en fait, RLSH, parce que le mouvement a démarré aux États-Unis, ça veut dire Real Life Super Héros. Il y a à peu près 2 ans, les défenseurs de France ont lancé le mouvement dans notre pays. Mais il faut savoir que en fait, les défenseurs de France sont des RLSH. La différence par rapport à tous les RLSH de France, RLSH, pardon, on peut redire ce que c'est? Real Life ça Super veut Héros? dire les héros de la vraie vie en fait. Hein. C'est-à-dire que les héros, on pourrait penser que ce sont un peu des personnages mythiques qui n'existent pas en fait, juste dans les films ou dans les histoires. Et là, ce sont des gens comme vous et moi qui agissent dans la vraie vie et qui font des actions. Donc en fait, les défenseurs de France, ça se sont constitués il y a à peu près 2 ans. Et là, ils se sont organisés et ils ont eu des objectifs précis, des choses à faire et à ne pas faire. Parce que dans les RLSH, vous pouvez avoir un peu tout et n'importe qui. Vous pouvez avoir une personne qui veut se venger de quelque chose, qui veut faire sa justice personnelle, etc. Donc, c'était pas l'objectif des défenseurs de France. Eux, leur objectif, c'était... alors déjà, pourquoi masquer et déguiser? Parce que non seulement pour protéger notre identité en tant que telle, mais aussi parce qu'on voulait être des anonymes pour montrer qu'en fait, n'importe qui pouvait agir de cette manière dans la vie et privilégier effectivement des notions de solidarité, d'entraide, d'humanité. Donc quand on nous voit dans la rue, ça interpelle les gens, plus qu'une personne qui va se pencher sur un sans-abri et lui donner à manger ou lui parler. Là, on a un masque, on est déguisé, donc déjà les gens sont interpellés par ce qu'on est. Et ils s'intéressent automatiquement à ce qu'on fait. Qu'est-ce que fait cette personne? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Pourquoi elle est déguisée, etc. Donc ça suscite une interrogation. Quand vous dites les gens, donc c'est autant les personnes auprès de qui vous intervenez, que vous aidez, que les passants en fait, c'est ça? Alors ce qui était assez étonnant, c'est que finalement, les sans-abri, enfin les gens qui sont dans la difficulté, ne sont pas si étonnés que ça de nous voir en costume. Eux, en fait, ce qu'ils voient, c'est le geste qu'on a vers eux. On leur donne à manger, on les soigne, on les soutient, on leur parle, on les considère comme des êtres humains. Vous considérez qu'ils sont pas assez considérés comme des êtres humains en temps normal? Ah bah pas du tout, c'est-à-dire que les gens les considèrent, si vous voulez, sont des gens qui, bon voilà, ils manquent d'hygiène, ils sont assis par terre, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de position sociale, donc ils sont fortement dévalorisés dans une société où le règne, c'est quand même l'argent et la position sociale. Donc on les considère un peu comme un déchet, si vous voulez, comme franchement quelque chose qui fait horreur et qui répugne. Et face à ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire nous? C'est justement montrer que on considère que ces gens-là sont des êtres humains avant tout et qu'ils doivent être considérés comme des êtres humains, respectés, et que s'ils sont dans la rue, ils sont dans le besoin, ils ont faim, ils ont froid, et qu'on ne peut pas tolérer, nous, en étant bien, en ayant tout ce qu'il nous faut, de passer à côté de ces gens-là et de faire comme si c'était des objets, des meubles, alors que ce sont des êtres humains comme nous, et qu'un jour, ils ont été comme nous. Ça a été des enfants qui sont allés à l'école, qui étaient dans une famille, et puis un jour ils sont tombés dans la rue. Et ce qu'il faut savoir quand même aujourd'hui, c'est que l'INSEE annonce quand même 900 000 nouveaux pauvres, et que ça va faire environ 8 700 000 personnes dans le besoin, et ça va pas s'arranger dans les années à venir vu la conjoncture politique et économique. Donc on va avoir affaire à de plus en plus de gens qui vont tomber dans la misère et qui n'auront pas assez d'argent pour satisfaire les besoins, les premiers besoins, c'est-à-dire se nourrir, boire, se loger et se chauffer. Donc voilà, je veux dire, le reste c'est du superflu. Mais ces choses-là sont quand même très importantes.
Et alors pourquoi avoir choisi, pour venir en aide à ces gens, une action plutôt individuelle, même s'il existe un mouvement, et pas pourquoi ne pas tout simplement militer dans le SAMU social, le Secours catholique Alors déjà, on n'est pas opposé à ce qui se fait au niveau des associations, du Secours catholique et autres, puisqu'on va tous dans le même sens. Seulement, ce qu'on se rend compte au niveau des mentalités, c'est que beaucoup de personnes se disent, bon, cette personne, elle est dans le besoin, mais il existe des associations, des gens qui s'occupent d'eux, et puis je me débarrasse du problème sur d'autres, voire je donne une petite cotisation à des associations pour les déduire de mes impôts, et j'ai la conscience tranquille. Alors nous, on a une autre mentalité. On se dit que chaque personne est responsable de ce qui se passe et que chaque personne a un pouvoir d'action, même aussi minime soit-il. Et que si chacun s'y mettait, il y aurait peut-être un peu moins de misère et un peu moins d'indigence autour de nous. Donc on part du principe que on n'a pas besoin de faire partie d'une association ou de donner de l'argent à une association pour agir, que chacun peut dans sa vie de tous les jours aider, faire quelque chose. On vise en fait un changement de mentalité par rapport à une société qui devient de plus en plus individualiste, centrée sur elle-même et qui n'estime un être humain que par sa position sociale. Alors que moi qui suis descendue dans la rue, qui ai expérimenté ça, je me suis rendu compte que finalement ces gens-là sur lesquels on a beaucoup de critiques sont des gens qui sont capables de beaucoup d'humanité, de gentillesse, de communication et qui nous apportent énormément d'amour, bien plus que votre voisin que vous allez côtoyer tous les jours et qui va même pas vous dire bonjour et qui va même pas se soucier que vous êtes malade, vous n'avez pas forcément la possibilité d'aller faire des courses et vous restez chez vous tout seul. Eh bien ces gens-là avaient ces qualités, parce qu'un homme qui est tombé dans la rue, qui n'a plus rien, qui n'a plus d'attache, est un homme vrai quelque part. Même si je cherche pas à les défendre surtout, voilà, ce sont des humains, eux aussi ont des défauts et des qualités. Mais en tout cas, celles auxquelles on tient, eh bien ils en ont sans doute plus que les gens qui se moquent de nous parce qu'on descend dans la rue et qu'on a des costumes et qu'on a l'air soi-disant ridicule. Qui se moque de vous? Et ben, quand on se promène dans la rue, ça fait beaucoup rire les gens quand on est costumé en fait. Donc les passants. Voilà, les passants, et puis ils considèrent nos actions individuelles ridicules. Encore une fois, ils se disent ce ne sont pas des organisations, ce sont des gens qui comme ça ont eu un jour une lubie et sont descendus dans la rue pour faire on se demande quoi, pour des gens qui ne servent à rien, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même dans les RLSH, il y a de tout. Il y a des étudiants, il y a des salariés, il y a des chefs d'entreprise, ce ne sont pas des gens qui sont forcément dans des situations difficiles. Ce sont des gens qui sont dans toutes les classes sociales. Chez nous, il y a des intellectuels, voilà, c'est pas les marginaux, non, c'est tout le monde. Si un jeune vous contacte pour faire partie du groupe, Oui. Qu'est-ce que vous lui dites sur les fondements, les valeurs, ce qu'on peut appeler le socle de valeurs non négociables de l'association voilà. Quel est le minimum auquel on doit s'assurer qu'il adhère? Alors, il y a deux choses qui se passent. Il y a soit des jeunes qui sont attirés par ça et qui voilà, créent leur profil Facebook et ils s'intitulent un tel RLSH en individuel. Ils font leurs actions comme ça sans demander rien à personne. Et puis il y en a qui veulent entrer, parce que c'est ce qu'il y a de plus connu, aux Défenseurs de France. Parce que c'est prestigieux, c'est quelque chose qui est connu et il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu des reportages déjà de faits, des émissions, des articles et il y en a parmi nous qui sont connus. Donc ils ont envie d'entrer aux Défenseurs de France. Donc en fait la première chose qu'on leur demande, avant de leur donner des conseils ou de leur dire quels sont nos objectifs, on leur demande quelles sont leurs motivations. Pourquoi ils veulent devenir RLSH. Et à partir de ce qu'ils vont nous dire, on va rebondir là-dessus pour les recadrer en quelque sorte. Parce que ils arrivent de plus en plus jeunes. Beaucoup ont 16 ans, voire moins, 13 ans. Ils sont amenés justement par des films, je ne sais pas si je peux citer un nom, comme Kick-Ass, par des héros de comics, etc. Voilà, et ils sont, si vous voulez,
conditionné par ça, par la folie de la jeunesse. Ils se disent, ça y est, je vais mettre un costume, je vais aller dans la rue, je vais faire ma justice personnelle, etc. Donc nous, on ne va pas contre la police ou contre la société, même très souvent certains d'entre nous collaborent avec la police. On n'est pas là pour se venger, on n'est pas là pour faire du cassage de voyous, on n'est pas là pour faire sa justice personnelle. Si on prend les valeurs qui, vous, par exemple, vous ont poussé à devenir une défenseur de France, quelles sont vos valeurs à vous, personnellement ? Les valeurs d'humanité, de loyauté, on pourrait dire que c'est un peu les valeurs des lois du Bushido, en fait. C'est-à-dire des samouraïs ou des chevaliers, c'est-à-dire aider plus faible que soi, être solidaire, s'investir dans des actions, pas seulement des paroles, agir sur le terrain, être fidèle à une action et perdurer dans le temps. Donc avoir aussi du courage, parce que quand on descend dans la rue, on peut être confronté à plein de choses, à la violence, il y a toutes sortes de dangers. Donc il ne faut pas avoir peur et il faut quand même être animé par des convictions profondes. Donc moi j'ai constaté que la société perdait ses valeurs, qu'elle devenait de plus en plus individualiste, que les gens souffraient beaucoup et qu'il fallait faire quelque chose. Donc je me suis dit, voilà, j'ai un temps imparti sur cette terre, il faut que je fasse quelque chose et c'est ce que j'ai choisi. Ma mission, c'est celle-là. Alors ça fait 6 mois que vous êtes dans le mouvement, oui, si je ne me trompe oui. pas. Est-ce qu'avant, vous aviez déjà des actions de solidarité ? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui vous animait ? Oui, ça a toujours été comme ça depuis l'enfance. Je pense qu'en fait, on ne devient pas RLSH comme ça. En tout cas, ceux qui perdurent et qui tiennent sur le temps. C'est-à-dire, c'est déjà des gens qui ont une personnalité différente. C'est déjà des personnes altruistes, ouvertes à la communication, intéressées par l'humain. Ce sont des personnes qui aiment leur prochain. Et ça n'arrive pas comme ça d'un coup d'un seul. Ça peut arriver quand, par exemple, une personne se retrouve dans une situation très difficile et là, elle expérimente par la souffrance ce qu'est la vie et les humains. Mais en règle générale, ce sont des gens qui ont déjà eu un parcours de vie et qui ont déjà une personnalité ouverte vers l'autre. Est-ce que les valeurs chrétiennes, ça peut aider ? Ça va dans le même sens ? Alors, ça peut l'être. Moi, je suis chrétienne. Donc ça, c'est une motivation qui est au-dessus de l'être humain et qui soutient. Qui constitue une personnalité, mais tous les RLSH ne sont pas catholiques, n'ont pas forcément ces convictions, ont des doutes par rapport à ça, ce qui n'empêche pas qu'ils ont des valeurs d'humanité. Le groupe s'appelle Défenseurs de France, donc il y a une dimension nationale, voire nationaliste Alors non, justement, les défenseurs de France ne veulent pas qu'on leur colle ça sur le dos. Je pense que à l'origine, ils ont voulu dire qu'ils étaient français, peut-être aussi parce qu'il y avait déjà un mouvement américain et dans d'autres pays, et qu'on voulait faire des actions dans notre pays en tant que français, parce qu'il y a des tas d'actions à faire de par le monde, mais ici aussi on a besoin et avec nos petits moyens, nos 2 jambes et nos 2 bras, on peut pas aller agir en Syrie ou ailleurs, donc on agit à notre porte, et on n'est pas forcément dirigé que sur les SDF. En fait, on vient en aide à toute personne qui est dans le besoin. Ça peut être notre voisin, ça peut être un ami, ça peut être un animal, ça peut être un enfant, ça peut être une femme qui est battue, partout où on a besoin de nous, en fait. Et ça peut être à tout instant, même quand on n'a pas de costume. C'est une mentalité, c'est une manière d'être. Alors quand vous avez le costume, vous sortez par patrouille, hein, c'est ça ? Vous faites des patrouilles, donc c'est plutôt la nuit. Oui. Comment ça se passe une patrouille ? Vous pouvez nous en décrire une Eh bien, il y en a beaucoup qui agissent seuls. C'est pour ça que moi, mon rôle au niveau des RLSH, ma mission, je dirais, c'est d'unifier le mouvement. Et c'est en train de se faire. C'est-à-dire qu'on commence à communiquer énormément entre nous, à avoir des conseils. Moi, je vais me déplacer dans les différentes régions de France parce que les RLSH sont un peu dispersés sur toutes les régions de France. Donc, je vais me déplacer pour les rencontrer. Alors, soit on agit seul,
soit on agit à 2 ou à plusieurs, donc on se donne un rendez-vous, soit on achète de la nourriture, soit on fait des sandwichs, on prend des bouteilles, etc. Donc plutôt la nuit. Oui, parce que c'est souvent là que, en fin de journée, les gens sont là dans la rue, et quand la nuit tombe, quand il fait froid, c'est là et c'est là aussi où ils sont en danger. C'est la nuit, en fait. C'est là les problèmes. Donc c'est autant les nourrir que les défendre. Oui, parce que donc il y a une chose importante à savoir, c'est que dans les RLSH, il y a 2 sortes de personnes, en fait. Il y a ce qu'on appelle les social activistes, dont moi je fais partie. Donc nous, on est centré sur l'entraide, le soin, prévenir la police ou le SAMU en cas de difficulté. Et puis, il y a d'autres personnes qu'on appelle les fighters, les criminal fighters. Donc, ce sont des gens qui ont des moyens de défense, soit parce qu'ils ont un entraînement en art martial, self-défense, etc., voire des armes légales, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont illégales, pour pouvoir se défendre, et qui, eux, vont dans des milieux un peu plus dangereux. Ils peuvent même être dans les milieux des dealers ou criminels. Il y a une troisième chose qui est en train de se profiler, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, vu l'accroissement de la violence, même les social activistes peuvent être en danger. Donc on parle entre nous de l'association social activiste fighter, c'est-à-dire qu'en fait les fighters seraient là pour protéger les social activistes. Parce que par essence, les social activistes ne sont pas armés. Donc voilà, on a aussi quelque part besoin d'une protection, parce qu'il y a quand même un accroissement de la violence. Aujourd'hui, quelqu'un vous demande une cigarette, vous n'en avez pas, vous refusez et vous faites massacrer pour ça. Donc en lisant la presse, on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir été violent, on n'a pas forcément dit des paroles malheureuses, et on se retrouve blessé, voire tué, parce qu'on a refusé une cigarette ou parce qu'on n'a pas donné son portable. Typiquement, quelqu'un vous demande une cigarette, vous n'en avez pas, la personne commence à devenir violente. Vous, de quelles ressources disposez-vous, plus que moi ou une personne à côté, pour faire face à cette violence ? Alors ça peut être la négociation. Moi je sais que de par mon métier je suis très calme et je perds pas mes ressources comme ça. J'ai une très bonne maîtrise de mon émotionnel, donc on peut arriver à calmer quelqu'un, mais dans une certaine mesure. C'est pour ça que c'est conseillé quand même de patrouiller à plusieurs. On s'attaquera plus facilement à une personne seule qu'à plusieurs hommes entre eux. En plus costumés, parce que moi j'ai un costume qui ne fait pas peur, mais beaucoup de RLSH ont des costumes quand même qui en imposent. Votre personnage s'appelle Aelwen, est-ce que je prononce bien ? Oui, c'est ça, Aelwen. Vous pouvez nous la décrire ? Oui, alors en fait c'est composé de 2 mots celtes, Ael qui veut dire ange et Gwen qui veut dire blanc, pur, sacré. En fait. Donc moi j'ai des origines de Bretagne et voilà, ça traduit bien le personnage que je représente et ce que je veux faire. À quoi ressemble votre masque ? À quoi ressemble votre costume ? Alors mon masque c'est une sorte de loup blanc avec des paillettes, et en fait mon costume c'est une tunique de chevalier croisé, en fait, que j'ai faite moi-même avec un pantalon noir, des bottes et des gants noirs. Et c'est inspiré de certaines légendes ? C'est inspiré, oui, de la chevalerie, des chevaliers du roi Arthur et de leurs règles, et de l'obéissance à ces règles, en fait, de ne pas bouger d'un iota par rapport à ça, et quoi qu'il se passe dans notre vie, rester fidèle à soi-même et à ses valeurs. Des règles et des valeurs directement héritées des chevaliers de la table ronde, par exemple, oui, ou vos propres règles ? Non, qui sont des valeurs de fidélité, de loyauté, de secourir les plus faibles. C'est toujours les mêmes valeurs au cours des siècles, parce qu'en fait, les hommes ont toujours été confrontés aux mêmes problèmes. Donc, il y a eu une période d'accalmie où, pendant des années, on était tranquille en France. C'était calme. Et depuis quelque temps, ça change énormément. Et à mon avis, ça va pas s'arranger. Donc on se prépare à ça. En fait, le mouvement se prépare à ça.
On est très informé par tout ce qui se passe au niveau politique, la situation dans le monde, sur ce qui se passe au niveau du changement des gens. Et on se prépare à ça. Est-ce qu'il y a une dimension politique dans votre mouvement ? Non, on ne veut pas de dimension politique et pour plusieurs choses. Parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin d'adhérer à un mouvement politique pour faire preuve d'humanité et pour se battre pour des valeurs. Et aussi parce que, et ça c'est très important pour nous, sur la France on dénombre à peu près entre 50 et 60 RLSH répertoriés parce qu'on sait qu'ils ont des fiches Facebook appelées RLSH, mais il y en a peut-être plus qu'on ne connaît pas. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'organiser ce mouvement pour qu'il ait un impact sur la société, qu'on ait des actions dont on parle, qui nous montrent en exemple et qui fédèrent d'autres personnes, mais pas n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui viennent comme ça, et comme je vous le disais tout à l'heure, des petits jeunes qui cherchent de l'action, qui cherchent du mouvement, et que nous on veut pas de ces gens-là, on n'en a pas de besoin, ils n'aident à rien, voire ils nous portent préjudice. Donc nous, on cherche à fédérer des gens et de fédérer des gens qui peuvent nous aider. Pas forcément en entrant dans le mouvement RLSH, mais qui peuvent nous amener un soutien. À ça, je pense à des choses très précises d'ailleurs. Je pense par exemple que pour l'instant, nous, on paye tout sur notre argent personnel. Donc... Oui, les sandwichs, l'eau que vous achetez, c'est votre argent personnel. C'est notre argent personnel, exactement. Donc on est comme tout le monde, on n'est pas des milliardaires et on a plein de choses à payer, la vie devient de plus en plus chère et donc c'est difficile. Donc on prend sur nous pour le faire parce qu'on veut continuer. Mais si on veut que le mouvement prenne de l'ampleur et que ce soit pas 5-6 personnes qu'on aide, si on veut que ce soit énormément de gens qui soient soutenus, on a besoin de personnes qui nous soutiennent. Alors ça peut être des grandes surfaces, comme Monoprix qui a déjà une action par rapport au commerce équitable. Quand on sait qu'il y a des dates de péremption sur les aliments, alors qu'ils ne sont pas du tout périmés, mais c'est pour en fait répondre à des règles d'hygiène, par exemple, mais ces aliments sont encore bons. On se dit qu'on pourrait être aidé par ces groupes pour obtenir ces denrées et pour pouvoir nourrir des gens déjà. Pareil, sur les marchés, il y a beaucoup de choses qui sont jetées, il y a beaucoup de gaspillage, il y a beaucoup de choses qui sont jetées et qui pourraient nourrir des gens qui n'ont rien. Donc on voudrait fédérer ces personnes, ces mouvements, ces grands groupes. On a également besoin de vêtements chauds parce que l'hiver va arriver, donc là on va être sur le front. Et on a besoin de nourriture, de vêtements chauds. On a également besoin de trouver des endroits pour abriter ces personnes. Parce que très souvent, les sans-abri ne se rendent pas dans les centres mis à leur disposition. Pourquoi ? Parce que ils sont en danger, tout simplement. Parce que ils peuvent se faire agresser, voler leurs vêtements, les moindres petites choses qu'ils ont, voire ils n'ont pas d'intimité. Donc pour un être humain, ça aussi c'est important. Est-ce que vous vous considérez comme des héros ? Oui, tout à fait. Et on est très fiers d'être des RLSH. Et on se considère vraiment comme des héros. Tout à fait. Ça j'avoue que oui. Ça renforce la confiance en soi, l'affirmation de soi, ça développe vraiment l'être humain, ça nous apporte énormément et ça nous donne beaucoup d'énergie. Et j'ai vraiment la sensation que ma vie a un sens et que je sers à quelque chose. Donc à la fin de ma vie, je pourrais partir en me disant ben voilà, je suis satisfaite, j'ai fait quelque chose de bien et j'ai servi à quelque chose. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à profiter, à consommer et qui n'ont pas envie de mourir parce que justement ils n'ont rien fait. Ils sont venus ici, ils se sont jamais posé la question de savoir à quoi ils servaient. Donc ça c'est une question très importante, une question existentielle sur le sens de notre vie. À quoi sert-on ? Pourquoi est-on là ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc oui, tout ça, si vous voulez, ça nous apporte beaucoup, énormément. Donc il y a quand même un bénéfice parce que l'homme on est altruiste, puisqu'on cherche rien. On cherche pas qu'en échange on nous donne de l'argent, qu'on devienne des personnages célèbres. On s'en fiche, mais éperdument de ça. Mais par contre, il y a effectivement un bénéfice secondaire
qui est celui de magnifier l'être humain que l'on est en fait. Vous savez, c'est un petit peu comme l'histoire de la poussière, de la saleté qu'on met dans l'huître et qui en fait une perle. Donc voilà, on a envie d'être des gens bien et que ce ne soit pas que des mots, que ce soit vraiment concret dans la matière, que ça laisse des traces. Nous, on disparaîtra, c'est sûr, c'est notre condition d'humain, mais en tout cas, on aura montré l'exemple, on aura fait des choses, on aura semé des graines. Et moi, je suis absolument persuadée que ces petites choses qu'on fait jour après jour, heure après heure, pierre après pierre, sont les bases d'un grand édifice et sont les bases d'un changement de société. Et bon, il y a des gens qui vont nous traiter d'utopistes, etc. Mais je n'entends pas ces gens-là. Ça m'intéresse pas en fait.